Ah, tu dois arrêter ce drame. C'est déjà vendu. » Ces mots ont tout fait s'effondrer. Mon fils Nathan se tenait au milieu de ma cuisine, avec l'attitude de celui qui croit commander ici, comme si ce n'était pas la maison où il avait grandi. Bras croisés, regard glacial, aucun remords. Et moi, les mains encore mouillées par la vaisselle, je sentais le poids de cette trahison m'écraser de l'intérieur. Ah, j'avais besoin d'argent pour un voyage en Thaïlande. Détends-toi, papa. Ce n'est qu'une montre. La tasse de café qui avait autrefois appartenu à Elena, ma femme, morte 6 mois plus tôt, tremblait dans ma main. Je regardais Nathan comme si un étranger se tenait devant moi. « Tu as vendu la Rolex de ta mère ?» sans même me demander. « Papa, sérieusement ? Tu dois tourner la page. Ce n'était qu'une vieille camelote. Tu ne la portais même pas. Une camelote !» Cette montre n'était pas un simple objet. C'était un Submariner qu'Elena portait chaque jour, comme un rituel. Elle l'avait reçu pour notre 10e anniversaire de mariage. Chaque matin, je la remontais, comme elle aimait. Cela me permettait de sentir encore sa présence, même après sa disparition. Ashley, ma belle-fille, leva les yeux de son téléphone avec ce ton cynique qu'elle employait toujours avec moi. « Paye, au moins, il a été honnête. Tu dois apprendre à lâcher prise, Marcos. Ce n'est pas sain. Elena n'aurait jamais voulu que tu restes bloqué dans le passé. » J'avalais ma salive. Depuis les funérailles, Ashley essayait de me convaincre de ce qu'Elena aurait voulu ou non. Curieusement, il s'agissait toujours de me faire abandonner quelque chose. Quelle maison de prêt ? Demandai-je en essayant de garder ma voix calme. Nathan haussa les épaules et consulta son Apple Watch. Elle valait plus cher que ce qu'il avait obtenu pour la montre de sa mère. Au Golden Time sur Boston Avenue. Ils m'ont donné 900 $. Ça me semble correct. Ah, correct ? Cette montre valait plus de 3000. C'était un modèle rare de 1980. Papa, elle ne marchait même plus bien. Marmonna Ashley déjà replongée dans son téléphone. Bien sûr qu'elle marchait. Je m'en occupais moi-même. Je la remontais chaque jour. Je gardais vivante la mémoire d'Elena. Eux ne comprendraient jamais. Dans leur monde, tout est jetable. Tout est à vendre. Anne, je la récupérerai, dis-je. Bonne chance, répondit Nathan en se dirigeant vers la porte. Bon, mais demain matin, on prend l'avion. Ashley prépare ce voyage depuis des mois. Ashley s'arrêta sur le seuil avec son faux sourire. Ah, franchement, Marcos, pense à consulter un psy. Cette obsession n'est pas normale. La porte claqua bruyamment, et le silence qui suivit était plus oppressant que la colère. Mais ils avaient oublié une chose. Pendant 38 ans, j'ai été analyste financier senior dans une banque. Je sais ce que signifie la perte. Mais surtout, je sais ce qu'est une stratégie. Ils pensaient que j'étais un vieil homme brisé, mais je ne faisais que commencer. La maison de prêt était exactement comme je l'avais imaginé, étroit, éclairé par des néons cruels qui aspiraient à la couleur de la pièce. Des étagères pleines d'électronique, d'instruments de musique et de promesses brisées. L'homme derrière le comptoir avait des tatouages jusqu'au poignet et une expression qui disait « J'en ai entendu des centaines comme ça ». Avant que je puisse dire quoi que ce soit, il me regarda. « Vous venez pour la Rolex, n'est-ce pas ?» Mon cœur bondit dans ma poitrine. « Oh, comment ? Le savez-vous ? Votre fils a dit que vous viendriez peut-être. Il a dit que vous aviez du mal à lâcher prise. » Il haussa les épaules, totalement neutre. « Oh, désolé. La montre a déjà été vendue. Prix du marché. Bonne affaire, à vrai dire. » « Vous savez à qui ? » demandai-je d'une voix tremblante. « Oh, ce matin. L'acheteur a payé en liquide. Et non, nous n'acceptons pas les retours. Politique de la maison. » Je faillis m'évanouir sous le choc. Quelqu'un là-dehors marchait désormais avec la seule chose qui me reliait encore à la femme de ma vie. Tout ça pour la cupidité de mon fils. Mais le vendeur fronça les sourcils comme s'il se souvenait soudain de quelque chose. Mais il y a un détail étrange. Il disparut à l'arrière et revint avec une petite enveloppe marron sur laquelle était écrit mon nom. On l'a trouvé dans la montre, un compartiment caché. Je n'en avais jamais vu un comme ça. J'ai dû appeler un horloger pour l'ouvrir avec précaution. C'était bien dissimulé. À l'intérieur se trouvait une feuille pliée avec soin, légèrement jaunie par le temps. Avec une écriture que j'aurais reconnue entre mille, il était écrit « Anniversaire d'Elena, 4 mars 1972. Le jour où j'ai su qu'elle serait à moi pour toujours. » En dessous, une étrange combinaison de lettres et de chiffres. XR 1142, BN 0300, 12 HC, mes doigts tremblaient. Je n'avais jamais rien su d'un compartiment secret. Et Elena n'avait jamais rien mentionné à ce sujet. Vous avez une idée de ce que cela peut signifier ?
demanda le vendeur. Sur son badge était inscrit Dennis. Je secouai la tête, mais au fond je savais. Ce n'était pas un simple bout de papier, c'était le début de quelque chose de bien plus grand. Je rentrai chez moi avec l'enveloppe brûlant dans la poche de ma veste, le billet d'Elena, ou peut-être de moi pour elle. Ne me laissait aucun répit, je ne reconnaissais pas ce code, et ce qui me faisait le plus peur, c'était qu'elle n'en ait jamais parlé. Je passais le reste de l'après-midi dans la pièce qui avait autrefois été son atelier de couture. Après la mort d'Elena, c'était devenu mon refuge silencieux. Sur son bureau, j'étalais de vieux documents, des photos, des papiers de famille, espérant trouver un indice sur cette combinaison XR 842, BN 0312RC. Rien. Ce code ressemblait plus à quelque chose de bancaire, ou un ancien mot de passe. Mais quelque chose clochait. BN32. Le 12 mars est notre anniversaire. Et HC. Elena Campos, son nom de jeune fille. Coïncidence? Ou était-ce sa façon, ou la mienne autrefois, de cacher quelque chose? De protéger quelque chose. Le téléphone sonna. C'était Nathan. Femme pas s'il te plaît, dis-moi que tu n'es pas allé faire une scène au prêteur sur gage. Une scène? Je voulais seulement récupérer ce qui appartenait à ta mère, et que tu as vendu sans permission. Tu es obsédé. Ce n'est pas sain. Ashley pleure depuis que tu es parti. Elle pense que tu deviens fou. Fou? Quelle ironie. C'est exactement ce que dit le coupable, quand la victime commence à voir la vérité. Nathan, réponds-moi honnêtement, quand tu as pris la montre. As-tu vu quelque chose? Un billet caché? Silence long. Puis, qu'est-ce que tu veux dire? Quel billet? Quelque chose dans son ton avait changé, d'indifférent à intéressé, méfiant. Juste un vieux papier, peut-être une note de ta mère. Rien d'important. Je peux passer chez toi pour t'aider à y voir plus clair. À présent, l'intérêt était flagrant. Hier, je n'étais qu'un vieil homme incapable de lâcher prise. Aujourd'hui, il voulait aider, bien sûr. Merci de ta proposition, mais je n'ai pas besoin d'aide pour les souvenirs de ta mère. Surtout pas de la part de celui qui les a vendus. Nathan soupira à l'autre bout du fil. Et j'entendis la voix d'Ashley en arrière-plan. Il perd la tête. Tu dois faire quelque chose avant qu'il ne gaspille tout. Gaspille tout? La montre valait 3000, et elle avait été vendue pour 900. Que pensait-il que j'allais encore découvrir? Je raccrochai sans ajouter un mot. Il y avait quelque chose de caché, quelque chose d'important, et maintenant je le savais. Eux aussi. Je passais la nuit à fouiller dans chaque classeur qu'Elena avait conservé au fil des années, et que j'avais toujours jugé inutile. Mais je commençais aussi à penser comme un analyste, plus comme un veuf. S'il s'agissait d'un compte, il aurait nécessité 3 éléments. 1. Numéro client 2. Mot de passe 3. Code d'activation. Je tapais le code sur Google et trouvais quelques résultats vagues. Forum sur les banques offshore, code de compte suisse, portefeuille d'investissement dans des paradis fiscaux. Je tombais sur un lien nommé Heritage Crown Private Vaults, basé au Liechtenstein Interface utilisateur simple, presque aucun design, juste un champ d'accès avec l'inscription. Entrez le numéro client pour vérifier l'accès. Je pris une profonde inspiration. Je tapais XRM 142, PN 0312 HC clic.accès confirmé. Veuillez entrer le mot de passe de sécurité. Mon cœur battait si fort que je dus m'appuyer contre la chaise. Le mot de passe. Qu'aurions-nous pu choisir, Elena ou moi? J'essayais avec des dates de naissance, le numéro de notre maison, le nom de notre chien d'enfance. Rien. Puis je me souvins de la phrase sur le billet. Le jour où j'ai su qu'il serait à moi pour toujours. Ce n'était pas son anniversaire, ni le jour de notre mariage. C'était le 4 mars 1972, le jour où nous nous étions rencontrés lors d'un festival de musique dans le parc municipal. Je tapais The Cartrumsen de l'écran vacilla. Accès autorisé. Ce qui apparut semblait irréel. Un compte bancaire avec un solde de 2460,130,71 $ américains. Document joint, acte, virement. Tout à mon nom. Tout enregistré par Elena. Tout caché. Je reculais de l'écran comme s'il pouvait me brûler. Ma femme avait gardé tout cela secret pendant des années, pendant des décennies. Mais pourquoi? Le matin suivant, une voiture noire s'arrêta devant chez moi. 2 avocats en descendirent, avec des mallettes et des sourires forcés. Monsieur Sullivan, nous sommes les représentants de votre fils Nathan Sullivan. Nous sommes ici en son nom pour discuter de questions familiales urgentes. Questions urgentes. Quelle jolie manière de nommer une escroquerie.
J'ouvris la porte, mais je ne les invitais pas à entrer. Que voulez-vous? L'un d'eux, prénommé Victor, ouvrit sa mallette. Nous avons appris que vous pourriez avoir eu accès à des comptes financiers que votre épouse défunte gérait en secret. Nous sommes ici pour vous offrir une assistance, même légale, afin que vous ne vous sentiez pas dépassé. Et en quoi consisterait cette assistance? Une procuration qui permettrait temporairement à votre fils de gérer ses comptes, jusqu'à ce que vous vous sentiez prêt émotionnellement. Je pris une grande inspiration. Je me calmais. En d'autres termes, vous voulez que je cède tout à Nathan alors que je suis encore en deuil. Victor força un sourire. Absolument pas. C'est seulement un moyen de simplifier le processus, monsieur. Drôle. Le détective privé engagé par Elena avait prévu exactement ce scénario. Et il m'a préparé à ce qui allait arriver. Le regard de Victor vacilla. La femme à ses côtés, qui jusque-là était restée silencieuse, prit discrètement son téléphone. Je souris pour la première fois depuis des jours. Dites à mon fils que son plan a échoué, et que toute tentative supplémentaire pourrait lui coûter plus qu'il n'est prêt à perdre. Je refermai la porte, avec force. Mais je savais, ce n'était que le début. Cette nuit-là, je ne fermais pas l'œil. L'image du solde, plus de 2 millions de dollars, clignotait dans ma tête comme un phare dans la nuit. Mais il ne s'agissait pas seulement d'argent, c'était le mystère. Des années de silence de la part d'Elena. La question, pourquoi avait-elle tout caché? Et surtout, pourquoi croyait-elle que j'aurais besoin de l'accès seulement après sa mort? J'avais besoin de réponses. Je commençais à chercher partout dans son ancien bureau, qui avait été autrefois un laboratoire, puis un débarras, désormais devenu un centre de règlement des comptes. Classeur, contrat, dossier avec des étiquettes manuscrites dans son écriture arrondie. Dans le tiroir le plus profond, marqué avec de vieux autocollants des années 90, je trouvai une chemise avec une inscription qui me glaça le sang. Réservé. Marco. Ouvre seulement si vraiment nécessaire. À l'intérieur se trouvaient des copies de documents bancaires internationaux, des contrats d'achat de biens immobiliers et une lettre, datée exactement 1 an avant la mort d'Elena. Les mains tremblantes, je sortis l'enveloppe. Marco, si tu lis ceci, je ne suis plus à tes côtés, et mon cœur se brise à l'idée d'avoir dû te cacher quelque chose. Mais tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour te protéger d'un danger venant de l'endroit le plus inattendu, notre fils. Cet argent n'est pas seulement de l'argent, c'est un bouclier. Pendant des années, Nathan nous a menti. D'abord de petits mensonges, puis des dettes cachées, enfin des prêts contractés au nom de sociétés fictives. Lorsque je me suis rendu compte qu'il projetait de contester mon testament et cherchait des voies légales pour accéder à nos biens, alors que nous étions encore en vie, j'ai commencé à mettre ce plan en œuvre. Cette somme est le fruit de chaque décision partagée, chaque sacrifice, chaque renoncement. Elle est désormais ta responsabilité. Utilise-la pour te protéger, et si nécessaire, pour la justice. Avec amour éternel, Elena, je m'effondrais. Je n'avais pas pleuré depuis les funérailles. Mais là, avec cette lettre en main, je sentis le poids de tout ce qu'elle avait porté en silence. Pour moi, pour nous. C'était désormais mon tour de protéger ce qui restait. 2 jours plus tard, je me rendis au bureau du détective privé qu'Elena avait mentionné dans les documents. Il s'appelait Carlos Mendes et m'accueillit comme s'il savait déjà que je viendrais. Ah, monsieur Sullivan, votre femme était une femme extraordinaire. Elle m'a donné des instructions précises. Si vous veniez, je devais immédiatement vous remettre ceci. Il sortit une chemise bleu foncé d'un coffre-fort. À l'intérieur se trouvaient d'autres rapports, vidéos, transcriptions de conversations enregistrées dans ma propre maison. Elle avait installé un système audio caché au rez-de-chaussée, tout légal. La propriété était à son nom. Et regardez, elle avait raison. Il y avait des preuves. Ashley disait que je perdais la mémoire. Nathan consultait des avocats pour obtenir la tutelle légale et prendre le contrôle de mes biens. Il l'avait planifié depuis plus d'1 an. Il y a autre chose, dit Carlos en sortant une clé USB. Voici la documentation complète. Preuves de fraude, tentative de chantage, abus envers une personne âgée, manipulation psychologique. Assez pour un procès pénal. J'avalais avec difficulté. Ah, voulez-vous aller de l'avant? Je regardais par la fenêtre. Une vieille dame traversait la rue avec son petit-fils. Un jeune couple sortait souriant d'un café. Et moi, j'étais à un pas de déclarer la guerre à mon fils. Mais ce n'était pas de la vengeance, c'était de la légitime défense. Et oui, Carlos, suivez toute la procédure et préparez une notification formelle pour son avocat. La guerre est terminée.
Mais maintenant commence le tribunal. Le lendemain matin, ma rue fut envahie de véhicules civils opérationnels. Des fonctionnaires du ministère de la Justice et de l'Agence fédérale des impôts frappèrent à 7 heures du matin à la porte de Nathan et Ashley, à la même heure où Elena, en silence, buvait son café en regardant par la fenêtre. Je regardais depuis le porche, sans émotion, sans satisfaction, juste de la justice. Mon téléphone sonna, c'était Nathan. « Papa, qu'as-tu fait ?» Sa voix était brisée, presque enfantine, mais je ne pouvais plus me laisser guider par les sentiments. « J'ai seulement protégé ce que ta mère a construit toute sa vie. » « Ah, mais ils emportent nos ordinateurs. Ils gèlent les comptes. Tu ne comprends pas ce qui se passe. » « Non, au contraire, je comprends très bien ce que tu essayais de faire. » Un long silence étouffé suivit. Puis il murmura. « C'était maman, n'est-ce pas ?» Elle savait tout. Ah, elle savait, Nathan. Et elle a réglé chaque pièce pour que je poursuive ce qu'elle avait commencé, y compris des documents irréfutables. Je voulais seulement ce qui me revenait. Non, tu voulais ce qui ne t'appartenait pas, et tu as perdu ce que tu aurais pu obtenir avec amour et respect. Tracy Wide. Et je raccrochais. Il n'y avait plus rien à dire. 2 jours après le raid dans la maison de Nathan et Ashley, je reçus la visite de personnes que j'attendais. Même si je ne savais pas l'heure exacte, l'interphone sonna à 8 heures du matin. « Monsieur Sullivan, je suis Camila Torres du cabinet Mendes & Almeida. Avec moi se trouve l'avocat Paulo Rocha. Nous représentons votre fils dans des affaires juridiques urgentes. » Affaires urgentes. C'est ainsi qu'ils appelaient les tentatives désespérées de reprendre le contrôle. J'ouvris la porte. Je ne les invitais pas à entrer. Cela ne semblait pas les déranger. « Que désirez-vous » Camila sourit froidement, d'un air professionnel. « Nous sommes ici au nom de votre fils. Il est préoccupé par votre état émotionnel et par les décisions financières qui pourraient mettre en péril le patrimoine de la famille. Il souhaite vous proposer un accord de soutien mutuel. Et nous vous conseillons de lui accorder une procuration temporaire pour la gestion des finances jusqu'à ce que tout se stabilise. Traduction. Donnez-nous tout maintenant, ou nous vous déclarerons inapte. Je pris une profonde inspiration. Vous savez que j'ai été analyste financier pendant près de 4 décennies, n'est-ce pas? Camila acquiesça. Bien sûr. C'est précisément pour cela que nous savons combien il peut être lourd d'affronter certaines questions pendant le deuil. Votre fils veut seulement vous aider. Paulo me tendit une chemise noire. Ce n'est qu'une autorisation. Temporaire. Rien de définitif. Et si je ne signe pas, alors malheureusement, nous devrons déposer une plainte et demander une évaluation médico-psychologique de votre capacité décisionnelle. C'est une procédure standard, rien de personnel. Rien de personnel. Elena l'avait prévu. Elle avait prévu chacun de leurs gestes. Je souris calmement. Course, dans ce cas, vous devriez voir ceci. J'allai dans le bureau et revins avec une chemise. À l'intérieur se trouvaient des copies des rapports du détective Carlos, des transcriptions d'enregistrements audio, des preuves de dette de jeu de Nathan, des prêts au nom de tiers, des tentatives de manipulation et une société fictive fondée par lui, appelée Sullivan Holdings, pour transférer des biens immobiliers familiaux. Je posai la chemise dans les mains de Paulo. Il l'ouvrit. Les pages glissaient entre ses doigts. L'expression de lui et de Camila changea immédiatement. « Ceci, c'est grave. »« Oui, confirmai-je. Et chaque pointe ici a déjà été enregistrée auprès du parquet. De plus, des copies sont conservées dans le coffre-fort numérique de mon avocat. Toute tentative de pression légale sera traitée comme une représaille directe et de la mauvaise foi procédurale. Et vous savez ce que cela signifie. » Camila referma lentement la chemise. « Ici, nous réfléchirons aux intentions de notre client. » Je vous prie de le faire. Je refermai la porte lentement, mais fermement. Ce même après-midi, je reçus un avis du parquet. Une procédure officielle fut ouverte contre Nathan et Ashley pour tentative de fraude patrimoniale et maltraitance envers une personne âgée. Le nom d'Elena figurait comme victime indirecte, et pour la première fois je sentis que mon épouse avait gagné, même de l'autre côté de la vie. Mais la bataille n'était pas encore terminée. Le lendemain matin, je reçus une enveloppe scellée avec le sceau de Heritage Crown Private Vaults. Elle provenait d'un avocat international, qu'Elena avait engagé pour protéger les biens à l'étranger. À l'intérieur se trouvait un document qui me paralysa. En cas de tentative de coup d'État légal de la part des héritiers, tous les actifs liés à Sullivan Holdings seront automatiquement transférés à la fondation Elena Campos, pour le soutien des veuves et veufs en difficulté sociale. C'était le dernier coup d'Elena, un piège parfait.
Si Nathan avait cherché à me nuire, il aurait perdu tout ce qu'il espérait hériter. Et le plus cruel, c'était lui-même qui avait créé cette structure, sans savoir qu'un jour elle se retournerait contre lui. La semaine suivante, je reçus un appel de Mélissa, ma petite fille, fille de Nathan. Je ne l'avais pas vue depuis les funérailles d'Elena. « Papy, c'est Mel. Désolé d'appeler ainsi à l'improviste. Je voulais juste savoir comment tu vas. » « Bien, ma chérie. Et toi ?» Effrayée, honteuse, mais aussi soulagée parce que maintenant je connais la vérité. Ah, tu avais des soupçons? Une intuition? Ashley disait toujours que grand-mère se trompait, et papa n'arrêtait pas de demander des testaments, des documents, des choses comme ça. Il semblait obsédé. Je les entendais se disputer. Mais j'étais seulement étudiante, et puis, ils ont cessé de m'inviter au dîner de famille. Oh, ils t'ont exclu? Oui. Silence. Je peux venir? J'aimerais vraiment te voir. Bien sûr, ma chérie. Ma porte est toujours ouverte. Quand Mélissa arriva, j'eus du mal à la reconnaître. Elle avait les yeux d'Elena, la posture de celle qui porte des cicatrices. Nous nous embrassâmes en silence. Elle pleurait. Moi aussi. Et pardonne-moi, papy, d'avoir disparu, d'avoir permis qu'il m'éloigne de toi. Oh, ce n'est pas ta faute, Mélissa. Et il n'est jamais trop tard pour recommencer. Elle regarda autour de la maison. Elle s'arrêta devant le bureau d'Elena. Où était ce que grand-mère gardait dans cette montre? C'était plus qu'un souvenir, n'est-ce pas? Oh, c'était une protection, répondis-je. Et grâce à elle, maintenant nous pouvons avancer en paix. 6 mois plus tard, j'étais dans le hall principal de l'hôpital pour enfants de São Paulo, attendant qu'on installe une nouvelle plaque. Aile de la mémoire, Helena Campos Sullivan, financée par Marco Sullivan. En voyant ce nom gravé en laiton doré, je fermai les yeux un instant. C'était comme si j'avais enfin trouvé un lieu digne de tout ce qu'elle avait construit en silence. Un patrimoine caché pendant des décennies avait maintenant une voix, un sens et un impact. Helena disait toujours que, si elle en avait eu les moyens, elle aurait fait quelque chose pour changer la vie des autres. Et maintenant, même après sa mort, ce fut le cas, et j'en étais le messager. Nathan et Ashley furent officiellement inculpés. Les procureurs recommandèrent 2 ans de prison fédérale pour Nathan et la restitution complète des dommages causés. Ashley accepta un accord. 14 mois de prison, travaux sociaux et perte des biens obtenus illégalement. Ils perdirent l'entreprise. Ils perdirent les propriétés. Mais surtout, ils perdirent le droit de m'appeler père ou beau-père. On me demanda si je voulais assister à la lecture du jugement. Je répondis par une seule phrase. Non, j'ai des choses plus importantes à faire. Et c'était la vérité. À 74 ans, pour la première fois depuis des décennies, je vivais pour moi-même. J'achetai une petite maison accueillante près du lac où Helena aimait se promener. Je rejoignis 2 clubs de lecture. Je commençais à enseigner la finance de base aux personnes âgées comme bénévoles et chaque mercredi, Mélissa venait dîner. Elle apportait de nouvelles recettes, des sourires sincères et me racontait des histoires de son travail d'enseignante. Sur le tapis. Tu sais qu'une de mes élèves veut devenir avocate pour défendre les personnes qui ont subi des injustices. Comme toi? Je souris. Helena en aurait été émue. Un soir, tandis que nous faisions la vaisselle, Mélissa s'arrêta devant la photo encadrée d'Helena sur la cheminée. Sa montre, la même que Nathan l'avait tenté de vendre, reposait maintenant sous une cloche de verre, protégée, intacte. Elle la portait chaque jour, n'est-ce pas? Demanda-t-elle, comme un rituel. Tu penses qu'elle savait que tout cela arriverait? Je soupirai. Je pense qu'elle n'était pas sûre de ce qui arriverait, mais elle était déterminée à tout préparer au cas où. Elle s'approcha de la montre et l'observa attentivement. Tu sais, parfois je pense que la vraie valeur des choses n'est pas dans ce qu'elles sont, mais dans ce qu'elles protègent. J'acquiesçai. Cette montre ne marquait pas seulement le temps. Elle menait une guerre silencieuse pour nous. 2 semaines plus tard, je reçus un colis par la poste, sans expéditeur. À l'intérieur, une petite boîte de velours et une lettre manuscrite. Monsieur Sullivan, je m'appelle Ricardo Torres. Pendant 28 ans, j'ai été agent fédéral. Il y a 15 ans, votre épouse m'a chargé de surveiller discrètement des activités suspectes dans votre famille. Quand la montre de Madame Helena est apparue dans un prêteur sur gage appelé Golden Time, j'ai été automatiquement alerté. Cela faisait partie du système de sécurité qu'elle avait elle-même activé. Mais il y a quelque chose que vous devez savoir. Dans la montre se trouve un second compartiment caché. À l'intérieur, il y a une carte SD avec des enregistrements audio et vidéo, des fichiers cryptés et des preuves confirmant sans l'ombre d'un doute toutes les escroqueries planifiées à votre encontre. Franck m'a dit, si mon fils va trop loin,
Marco aura besoin de munitions. Donne-lui cet ultime élément. Le voici. Ma main tremblait en retirant la cloche de verre et en prenant la montre. J'appuyai soigneusement sur la partie intérieure, comme décrit. Un petit compartiment s'ouvrit, révélant une carte micro SD. Je transférai le contenu sur une clé USB et l'apportai immédiatement au bureau de Carlos Mendes. Quelques heures plus tard, il me regarda et dit « Tu sais ce que tu as entre les mains, Marco? Ce n'est pas seulement une preuve, c'est une armure juridique. Aucun juge, procureur ou avocat ne remettra jamais en doute ta version des faits ou ce que tu as fait pour protéger l'héritage d'Elena. Archive-le, mais garde-le en sécurité. La guerre est finie. Il faut seulement clarifier qu'elle ne reviendra pas. » Un mois plus tard, je reçus un autre message inattendu, de Nathan. « Papa, je suis dans une clinique de réhabilitation. Ashley m'a quitté. J'ai tout perdu. Je voulais seulement te demander si un jour je peux te voir. Pas pour te demander quoi que ce soit. Juste pour te regarder dans les yeux et te dire « Pardon ». Je lus ce message des dizaines de fois. Je ne répondis pas tout de suite. Mais ce même après-midi, j'imprimai une photo d'Elena souriante dans le jardin. Au dos, j'écrivis « Elle croit encore au changement. » Et moi, j'essaie. Je l'envoyais par la poste. Aujourd'hui, assis sur la véranda de ma nouvelle maison tandis que le soleil se couche sur le lac, je ressens une paix que je croyais ne plus jamais connaître. La montre d'Elena est à côté de moi, immobile. Mais encore, elle me protège.